je prends les béquilles, ça fait parole sage, avec l'autorité de la vieillesse. Je les garde à la main ou pas? Pas. Quelquefois, ça me rappelle quand on discute avec des gens qui sont allés se balader sur le Groenland. Ce qu'il y a de fascinant, et je veux bien les croire, c'est qu'on marche sur un vrai sol, mais le sol terrestre, il est à 3 km en dessous, et puis ce qui vous sépare de là où vous marchez, qui est votre repère spatial, votre équilibre corporel, et puis le sol de la planète, cette épaisseur mesurable, elle est une épaisseur de temps, puisque c'est les archives de la Terre depuis 40 000 ans. Et donc c'est cette séparation de sol, là où vous marchez, tout ce qu'il y a de souterrain, et qu'entre deux, c'est le temps. Et le temps, en ce moment, est infiniment secoué. Donc, le retrait des carnets, c'est qu'est-ce qu'on peut se dire pour que ce soit vraiment se dire ensemble. J'ai besoin, vis-à-vis de moi, mais parce que c'est une trace qu'on lance sur le web, que ce soit une véritable expérience, mais que cette expérience, elle a des bords, elle a du sombre, et que dans certains moments, on ne peut pas tout raconter. J'aime bien quand même cette idée de carnet dérivant, de choses qu'on se dit au fur et à mesure de la journée. Tiens, ça, je pourrais m'expliquer avec, en parler. Après, on oublie. Ce soir, il n'y aurait pas ça, les béquilles. J'aurais dû être avec mes copains de Jean Boîte Édition. Kenneth Goldsmith, c'est le passage pour 3 jours à Paris. Et on aurait dû lire ensemble, performer ensemble des petits bouts de ce bouquin. Des fois, évidemment, c'est du crève-cœur. Mais je pensais à ce petit passage. La table de travail est la nouvelle frontière de l'écriture. Puisque maintenant vous pouvez travailler à la maison, le bureau aspire l'espace privé. L'écriture provisoire conditionne le bureau comme maison de ville. La table de travail devient sculpture. Un univers de post-it électroniques sert de support à la nouvelle écriture, etc., etc. La table de travail est la nouvelle frontière de l'écriture. C'est une phrase donc, de Kenny, qui est très fort pour ça, comme récemment il vient d'avancer. Le contexte et le nouveau contenu. Bon, mais qu'est-ce que ça vous brasse après dans l'intérieur? C'est une remarque d'un gars pour lequel j'ai énorme estime et que je considère comme un ami, Gilles Bonnet. Il disait, bah ouais, mais dans ces photos, on voit toujours cet espace qu'on finit par connaître par cœur. Et pourtant, j'en montre pas grand-chose de cet espace. Il s'arrête ici, le cadre. Tu vois ce qu'il y a sur les côtés, Wilhelm Flusser. Des petits élastiques. Pourquoi je garde des petits élastiques? Des tas de conneries, mais tout est fiction, mais tout est important et n'est pas fiction parce que c'est précisément l'espace de travail, le temps de l'application, de la quête, du regard sur le travail, tout ce qu'on fabrique, que tout d'un coup on ouvre, on déplie et on l'installe comme idée de publication. Non, c'est pas un décor. Il y a une autre, proche de Gilles aussi d'ailleurs, qui s'appelle Erika Fulle. Erika est prof à Lancaster, mais vous savez qu'on la voit partout à cause de numérique. On commençait à discuter avec Erika parce qu'il y avait une espèce de distinguo entre l'auteur et l'écrivain, et dans le sens du web, c'est une question énormément symbolique, pas de légitimité, mais d'espèce de sac à dos symbolique qu'on viendrait promener là, et bon, qui sert pas grand-chose, même si, pour les vieux dans mon genre, la bibliographie d'avant le web est assez conséquente, mais elle est morte. Le mot écrivain, vous savez qu'il a une histoire, c'est Alain Viala qui la raconte dans Naissance de l'écrivain, comment ce mot-là finit par s'imposer au XVIIe siècle. Il y a les travaux de Roger Chartier sur comment au XIXe siècle ce mot se charge d'une valeur symbolique, mais liée à sa puissance marchande, maintenant que le système édition librairie ont besoin de mettre en avant l'auteur et donc de le constituer comme écrivain. Mais quand on fait ça, ici, j'écris pas. J'ai un stylo, mais je m'en sers pas beaucoup pour les feuilles de sécurité sociale en ce moment. Donc l'écrit n'est même plus la médiation, n'est plus la transition. Qu'est-ce que ça rejoue dans l'exercice du mental, de la parole? Bon, il y a des tas de sociétés qui ont déjà travaillé ça sans
passer par cette médiation de l'écriture. Peut-être que pour nous, dans l'étape qu'on traverse, c'est encore interroger ou pousser plus loin la médiation même de l'écriture que d'essayer de la mettre en relief par rapport à une pratique, un temps, le temps où j'enregistre, qui deviendra dans la projection le temps où le montage rebalance sur YouTube, où l'écrit n'est ni médiation ni finalité. Et en poussant cette discussion avec Erika, on parle des archives du site. Moi, en ce moment, par exemple, c'est assez bizarre, ce site avec lequel j'ai vécu depuis 1997 au jour le jour. Et en particulier, ça s'est renforcé après 2005. Depuis que je fais de la vidéo, je ne l'entretiens presque plus. Du moins, il devient, là encore, un rouage dans l'écosystème avec des tables des matières, renvoyant vers des index, justement, notamment vers ces vidéos, parce que dans YouTube même, YouTube les enterre, les sédimente, comme on disait autrefois, la fosse à bitume pour le blog. Et donc on parlait de comment, y compris quand on voit nos textes ou nos vieilles pages ou vieilles images citées par des universitaires qui font leur boulot, qui n'ont pas à nous demander notre avis, et c'est très bien, ça fait toujours quelque chose d'un petit peu bizarre, parce que cette espèce de passé, en fait, on s'en débarrasse à mesure qu'on avance, on s'en remet à cette pratique pour avancer. Et c'est ça qui est formidable. Donc il dit, mais heureusement, par exemple, que la BNF archive ton site. Alors c'est vrai qu'il faut être un peu sportif, il faut descendre, avoir une autorisation spéciale, aller dans une salle à la BNF où, sans enregistrer, on peut voir des tas de sites ayant bénéficié de collectage régulier. Et c'est vrai que moi j'ai aussi tendance maintenant à mettre en haut de mes pages, bon, ça c'est des trucs plus sensibles, plus sismiques. Bon, ben là je mets un tout petit script très simple, nos robots, et puis je sais que ni Google ni la BNF ne l'archiveront, mais c'est plutôt cette idée du temps. C'est-à-dire, si je veux que ce temps soit du risque, à quel moment l'archivage, l'idée même que le site me survive, ce qui est à considérer dans l'état où je suis, est-ce que ne pas évincer ces questions n'est pas une condition même du risque que la parole peut prendre, ou de comment la parole pourrait vous absorber vous-même et vous entraîner là-dedans, dans cette espèce de boîte mystère. Évidemment, j'ai pas la réponse. On s'est mis à parler d'une fille qui s'appelle Mylène Tournier. Si vous allez la chercher sur Facebook, vous verrez que c'est quelqu'un qui écrit énormément, et dans cette écriture de flux, qui n'est pas différente de ce que des Kafka, des Dostoïevski, des Proust pouvaient écrire au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour, et s'accroche à des thèmes, mais s'accroche à des instants dans lesquels quelque chose scintille, bascule, s'arrête, fissure. Et bon, ça fait 2 ans que je lis les chroniques de Mylène, je ne l'ai jamais rencontrée. La première fois qu'elle m'avait envoyé un message, c'était un questionnaire pour sa thèse. Ça parlait de l'impudeur. Je lui ai dit que je n'avais pas du tout envie de répondre à ce questionnaire. Ça s'est arrêté là, mais j'avais cette curiosité d'elle, et c'est là où j'ai commencé à trouver ces textes. Ils viennent sur Facebook. Sur Facebook, les avale à mesure. Je pense que c'est une des plus belles expériences d'écriture contemporaine qu'on ait en ce moment. Nettement plus questionnante que 98% et demi de ce qui se publie par les éditeurs commerciaux. Et malgré toutes les pressions ou les suggestions, j'ai jamais vu qu'elle ait dit « Tiens, je rassemble ça, ça fait un fichier de 500 pages, qu'est-ce que ça donne comme livre ?» Donc avec Erika, la question se posait comme ça. Si ceux qui étaient avant toi ne s'étaient pas posé la question de leurs archives, qu'est-ce qu'on saurait de la littérature? Et tout d'un coup, ça m'a fait comme une espèce de décharge électrique. C'est-à-dire, dans la littérature, énormes sont les continents de choses qu'on a découvertes malgré le non-archivage. Les chants de Maldoror, même les illuminations de Rimbaud, quelque part. Mais plus profondément, les historiettes de Tallemant d'Héréo, retrouvées dans des cartons sous un escalier, dans un château qui maintenant, à 30 bornes d'ici, appartient à des Russes. J'ai rien contre eux. Ou les mémoires de Saint-Simon, qui n'étaient destinées qu'à la recopie à 4 exemplaires et figuraient dans les
archives familiales. Mais dès qu'on ouvre ce que les bibliothèques appellent les éphémères, hein, tout ce qui se passe, regardez, c'est ce qu'il y a de fascinant dans le Passagenwerk de Benjamin, le livre des passages, comme ils l'ont traduit en français, expérience dont parle beaucoup Kenneth Goldsmith. C'est vrai que Goldsmith, lui, a pris l'expérience des passages pour fabriquer cette énorme compile littéralement fascinante, où par provocation on dit New York, capitale du XXe siècle, comme Paris l'était du XIXe, c'est fait entièrement de textes qui sont hors de cette mémoire constituée qu'on appelle littérature. Et avec Erika, parce qu'on a toujours ce rapport de petit jeu de ping-pong qui m'enchante autant qu'elle, enfin, j'espère, c'est dire, mais ce continent de ce qu'on ne sait pas de la littérature. Il y a des choses auxquelles on n'a pas accès, on sait qu'elles ont existé, qu'on les a perdues. Une grande partie des tragédies de Sophocle, une grande partie des tragédies d'Eschyle. Il y a une histoire des œuvres perdues. Une grande partie de la philosophie grecque. Anaximandre, celui qui disait « Mais si la Terre est ronde et suspendue dans l'espace, qu'est-ce qui la tient ?» C'est juste ce tout petit passage qui a été recopié dans les 80 ou 90 pages que des gens ont recopié de ce qu'on se savait qui se passait à l'école de Pythagore 200 ans après. Et puis, quand le corpus est devenu plus exhaustif, disons la période Platon, à ce moment-là, ces choses-là, bon, on sait qu'elles ont existé, qu'elles ont été perdues, mais qu'on a ça des traces. Mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire de la littérature perdue dont on n'a même pas la trace? Alors évidemment, la réponse c'est Borges, c'est les petites sphères de l'Aleph, c'est le livre de Sable, c'est ce texte emblématique qui s'appelle la bibliothèque de Babel. Est-ce que conceptuellement, aujourd'hui, dans la mesure où on installe la publication sur ce fragile, précaire, instable équilibre de parole, on ne peut pas décider que ceci est œuvre, ceci est littérature, parce que je l'insère délibérément dans ce continent, non pas d'une littérature qu'on peut désigner comme ayant été perdue, mais ce continent du perdu, qui est comme cette masse noire de l'univers, dont on n'a même pas de traces. Qu'est-ce que ça nous donne pour revisiter, à ce moment-là, dans le concept de publication, la notion même de l'instant dans la parole, l'instant corps, quand le corps pète, cette toute petite seconde, ce dixième de seconde, mais qui n'est pas réversible. Ce n'est pas le livre qui organise la frontière, puisque précisément, c'est de ce point de parole et d'image, de journal filmé, qu'on retrouve, qu'on appelle, qu'on fait circuler, qu'on laisse tomber, puisque ça amuse beaucoup plein de gens, les livres. Mais c'est pas le point de départ, comme l'écrit n'est plus médiation ni finalité. Et pourtant, on y reste dans notre pays de littérature. Et plus on sera nombreux ici, mieux que ce sera.